Pourquoi est-ce que personne ne parle de JetBrains Journey? JetBrains Journey, en fait, si tu connais pas, c'est l'agent IA de JetBrains et ça permet en fait avec un prompt comme ça, comme tu peux voir sur le côté, d'aller interagir directement avec ta codebase, de définir un plan, d'écrire dans plusieurs fichiers à la fois et pourquoi pas de te générer des tests. Voilà, ça fait tout ça directement en un seul prompt et c'est censé avoir tout le contexte de ta codebase. Actuellement, c'est sur la waitlist, donc tu peux t'inscrire pour y avoir accès. Donc, si tu es un développeur qui veut utiliser de l'IA sous les outils comme JetBrains et que tu n'as pas forcément été séduit par JetBrains AI Assistant ou Copilot, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que non seulement je vais faire une démo complète d'une feature directement développée avec Journey, mais en plus je vais laisser une revue directement sur leur store et tu vas pouvoir voir de manière publique un peu comment est-ce que j'ai utilisé l'outil et vraiment ce que j'en pense de manière très sincère. Petit disclaimer avant de commencer, cet outil il est uniquement disponible sur IntelliJ, sur WebStorm et sur PyCharm. Actuellement, les autres outils comme PHPStorm ne sont pas encore concernés, mais ça va venir. Ok, donc je vous laisserai directement aller récupérer votre accès depuis la waitlist ici. En attendant, je voulais vous montrer la différence avec le AI Assistant que vous connaissez peut-être. Donc l'AI Assistant, c'est l'outil de JetBrains renommé JetBrains AI Pro et qui comporte tout un tas de petites fonctionnalités, notamment c'est un chat, vous allez pouvoir discuter avec l'ensemble des modèles qui sont disponibles ici, vous allez pouvoir indexer directement des fichiers, vous allez pouvoir indexer des mêmes fichiers, et vous allez pouvoir utiliser des switches comme ça pour faire des actions. Cet outil-là, il a été pas mal décrié. Moi, je fais partie des gens qui vraiment ne sont pas fans des outils IA sur JetBrains. Ils ont vraiment beaucoup de retard. Et en fait, très clairement, ça va pas en s'arrangeant. Heureusement, j'ai de l'espoir sur Journey. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de discuter du coup de Journey directement sur WebStorm. Pour le coup, j'ai une licence JetBrains AI Pro qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, d'un cours complet sur comment vraiment utiliser ce système-là, même si effectivement je suis pas fan du principe, je trouve que Cursor fonctionne beaucoup mieux. En revanche, on va tester aujourd'hui le nouvel agent de Journey qui promet d'être un équivalent de Cursor Composer, de l'agent du coup de Cursor, mais sur JetBrains. Donc comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur la phase d'essai. La licence est uniquement disponible jusqu'au 24 avril et actuellement on est le 22 mars. Pourquoi est-ce qu'en préambule je vous disais que j'étais pas nécessairement fan de la décision de JetBrains vis-à-vis de l'IA? Pour la simple et bonne raison que si on parle de Cursor, du coup, qui est un autre outil IA très célèbre que je pense que vous connaissez, on peut voir que la version Composer, du coup, on n'est pas sur le mode agent, mais on est quand même sur un bon mode IA avancé qui permet d'écrire dans plusieurs fichiers. C'est disponible déjà depuis 9 mois. C'est-à-dire que IntelliJ, enfin JetBrains en général, a mis 9 mois à implémenter une feature en bêta, je le rappelle, alors que nous, du coup, ça fait 9 mois qu'on l'utilise. Et pour rappel, 9 mois, à l'échelle de l'IA, c'est juste intersidéral. Je sais pas si c'était le bon mot, mais c'était pour vous décrire un peu l'ampleur de ce que j'en pense. Donc ici sur Journey, on va se retrouver avec un nouvel icône ici sur la droite. Et Journey, c'est vraiment ultra simple, il n'y a pas de fioriture. Ici, ça va charger le modèle. Et en le dépliant ici, on voit qu'on n'a pas grand-chose. En fait, Journey, si jamais vous recherchez dans l'interface et que vous tapez Journey ici, en fait, vous avez absolument aucune configuration. C'est-à-dire que quand vous allez installer Journey, vous avez simplement ce mode-là. Vous avez possibilité d'activer le Brave Mode. Donc vous avez un petit disclaimer de la part d'IntelliJ qui vous dit que ça peut utiliser du coup des commandes dans votre terminal sans confirmation de votre part, donc à utiliser avec précaution et à vos propres risques. C'est-à-dire que sous-entendu, si ça supprime des fichiers et si ça fout le bazar, venez pas les tenir responsables de ça parce que ce sera votre faute. Moi, typiquement, c'est une case que je laisse systématiquement cocher parce qu'a priori, on est tous sur Git, c'est-à-dire que vous avez tous vos fichiers versionnés et que si tous vos fichiers sont committés et versionnés comme il faut et qu'a priori Journey n'est pas censé sortir de votre workspace, même si elle supprime un fichier, bah vous en fichez parce que finalement il a été indexé, vous pourrez le rollback plutôt facilement. Vous avez également possibilité comme ça de rajouter des fichiers, donc là vous avez les fichiers récemment que j'ai utilisés et vous pouvez vous baser directement sur le projet pour rechercher des fichiers et les indexer. Petit bémol ici par rapport à Cursor, vous n'avez pas possibilité d'indexer des dossiers entiers, vous pouvez simplement indexer des fichiers. Ok, maintenant que ça c'est dit, je vous propose de faire quelques petites choses. La première, c'est qu'on va créer une nouvelle feature directement avec JetBrains Journey. Ça, c'est le premier truc. Cette feature-là, elle va agir sur des fichiers qui existent déjà et des fichiers modifiés. Donc on va se baser sur un contexte d'un projet existant, comme ça on va pouvoir vraiment tester le logiciel. Troisièmement, on va installer une dépendance, parce que du coup, dans la fonctionnalité que j'ai prévue, il va falloir qu'elle installe quelque chose directement avec le terminal. Et enfin, on va générer un test unitaire. Tout simple, mais au moins pour illustrer la manière dont va fonctionner JetBrains Journey. Donc voilà, c'est parti. Donc la fonctionnalité qu'on va créer aujourd'hui, on va se connecter sur le SaaS que j'ai créé. On s'en fiche de ce que fait le SaaS. Ici, c'est pas la question. La question, c'est que vous voyez, ici, il y a mon avatar, ma photo de profil. Et que si vous regardez ici comment est-ce que c'est récupéré, en fait, on voit que ça interroge directement les serveurs de Google. Or, souvent, je me prends des 429, parce qu'en fait, j'appelle trop souvent l'API de Google et qu'ils en ont un peu marre. Donc la fonctionnalité qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller récupérer directement la photo de profil de l'utilisateur à la connexion, et qu'on va l'enregistrer de notre côté en base de données et en fichier. Donc pour faire ça, j'ai créé un plan directement avec un GPT personnalisé. Donc je pense que si vous avez vu les vidéos sur ma chaîne, vous savez du coup que j'aime bien écrire mes user stories et mes plans techniques directement sur ChatGPT, ce qui me permet en 5 minutes de pouvoir les copier-coller dans un agent IA, que ce soit Cursor, que ce soit Windsurf ou que ce soit JetBrains Journey. Donc le truc est relativement simple, il faut implémenter les utilitaires nécessaires pour récupérer, nommer, stocker et référencer les avatars utilisateurs lors de l'authentification.
Donc l'objectif, c'est de télécharger l'avatar de l'utilisateur. On va le mettre dans le dossier public, comme vous pouvez le voir ici, et on va mettre à jour, bien sûr, la base de données avec la bonne URL. Donc les fichiers existants qui ont été modifiés, ce sont ceux-ci. Les fichiers du coup qu'il va falloir nouvellement créer, ce sont ceux-là. Je suis parti sur la décision technique de mettre tout ça dans un dossier utils parce que ça me semblait être la bonne chose à faire. Ici, j'ai décrit un peu ce qu'il fallait faire. Donc downloads, ça permet de télécharger un fichier distant. Slugify, ça permet de générer un nom de slugifié. Le storage, du coup, ça va me permettre de stocker localement dans ce dossier-là un bon nom de fichier. Et on va modifier la create user command qui me permet en fait de simplement créer l'utilisateur en base de données avec le pattern CQRS. Ok, et enfin, bien évidemment, on va lancer un test. Le test, je suis parti sur simplement tester le Slugify pour voir si c'était capable de générer ne serait-ce qu'un petit test unitaire tout simple sur une fonction pure. Ensuite, c'est des checkpoints de validation pour s'assurer que tout va bien. J'ai fait exprès ici de ne pas préciser quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire l'installation de la dépendance Nest.js nécessaire. De ce que j'ai compris en lisant la doc, parce que je ne suis pas un pro de Nest.js, mais pour pouvoir servir des assets depuis le dossier public, vous êtes obligé de configurer le serve static module ici, parce que par défaut, c'est simplement du coup une API HTTP qui va permettre du coup d'exposer des endpoints. Donc si on se connecte directement sur Swagger ici, on peut voir que j'ai un ensemble d'API que je peux appeler, mais j'ai pas possibilité d'avoir accès à mon dossier public quelque part. Donc voilà, je l'ai volontairement pas dit à Juni, et ici, je vais simplement lui donner l'ensemble des informations, et je vais la laisser travailler. Donc là, qu'est-ce qu'a fait JetBrains Juni? En fait, quand je lui ai donné le plan, elle a recréé un plan de son côté. C'est pour ça qu'en fait, plus ça va, et moins je suis en train de décrire mes plans à l'IA, parce qu'on est en train de passer d'une IA simplement d'exécution, comme Claude 3.5 sonnait, à une IA qui réfléchit, comme Claude 3.7. Et j'en ferai une vidéo pour expliquer un peu plus ça. Grosso modo, ça a fait un plan, ça va explorer la structure de la codebase, ça va examiner du coup les fichiers existants et les fichiers, j'imagine, du coup, à créer, comme on peut le voir en dessous. Ça va modifier la commande utilisateur et ça va vérifier que tous les besoins sont bien OK. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, ce qu'on peut voir, du coup, c'est qu'elle commence à faire des interactions un peu à droite à gauche et on peut voir qu'elle commence à créer des fichiers, j'imagine, dans les bons répertoires. Ici, il faut savoir que l'IA, je lui ai donné les droits avec le Brave mode pour qu'elle puisse exécuter des commandes dans le terminal. Donc ça peut être la commande ls ici pour savoir exactement les fichiers qu'elle a. Je pense qu'il y a un peu de pwd aussi pour savoir où elle se situe, dans quel répertoire. Un peu de cat pour afficher l'ensemble des fichiers. Peut-être des fois du rm ou du git, et peut-être même du npm pour essayer d'installer, par exemple, des dépendances. En tout cas, ici, elle ne m'a pas proposé ça, mais c'est un peu normal. Pour le coup, je lui ai vraiment donné un plan ultra précis. Je ne sais pas si Cursor, du coup, aurait eu la réflexion nécessaire, mais on va essayer de challenger un peu l'IA pour lui faire coder ce que je lui ai pas spécifiquement dit. Quelque chose que j'aime bien faire pendant que l'IA est en train d'écrire ici, c'est faire la revue en même temps. Donc ici, on peut voir qu'elle est en train de créer pas mal de petits fichiers. On peut voir du coup qu'elle a importé Axios. On peut voir du coup qu'elle a commencé à rédiger des tests. Ils sont costauds, hein. Il y a un paquet de trucs juste pour tester du coup un peu de Slugify. On peut voir du coup qu'il y a une fonction de storage qui a été utilisée. Et globalement, si on regarde la génération du code, bon, il y a un peu trop de commentaires à mon goût. Je mets beaucoup moins de commentaires que ça, surtout sur les paramètres typés. Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt de redire ici qu'il y a un file name et que c'est un string. Moi, a priori, s'il s'appelle file name, the name of the file, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Mais globalement, ça m'a mis tout ça dans une constante. La constante, du coup, elle est typée comme je les aime. Je suis pas sûr que ça se base vraiment sur la racine, mais à la limite, on verra ça après. Et globalement, en fait, le code généré est plutôt pas mal. Ici, on a une fonction slugify, nickel. Generate avatar file name, get file extension, ok, pourquoi pas. Ici, j'aime pas parce que du coup, on a une fonction métier qui est directement dans un utilitaire. A priori, ça n'a rien à faire là. Ici, du coup, on a une erreur qui n'est pas typée. C'est pour ça qu'on a ce problème-là. Mais de toute façon, c'est pas grave vu qu'on ne va pas utiliser Axios. J'ai pas précisé du coup dans mon plan d'utiliser la fonction native de fetch. Donc du coup, l'IA, elle s'est dit ok, je fais mes bails et ça me semble plus opportun d'utiliser Axios parce qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de code indexé sur Axios qu'avec la dernière version native de fetch sur Node. Mais du coup, je vais pouvoir la recadrer par rapport à ça. Ok, elle vient de terminer. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a fait. Ça a pris un petit moment. Ça m'a généré du coup 4 nouveaux fichiers avec mon test. Ça a été mettre à jour du coup la fonction qui s'occupe de créer un utilisateur. On peut voir que ça nous a rajouté des loggers, que ça a été récupéré du coup le fichier et que ça tente de le sauvegarder directement en base de données. Et que si jamais ça n'y arrive pas, ça va réutiliser du coup l'avatar de chez Google. Et si jamais il n'y a pas d'avatar chez Google, ça va me mettre un string vide. Donc ça, c'était pour la mise à jour. Et maintenant pour la création, je suis pas certain de comprendre ce que l'IA a généré ici, mais c'est pas grave, je vais la challenger sur ce qu'elle vient de nous générer. Donc ici, j'ai dit 3 choses à l'IA qui sont pour moi assez importantes. Je lui ai demandé du coup, la première partie, exactement ce qu'elle était en train de faire, parce que très honnêtement, je saisis pas la logique. La seconde question, je lui ai demandé du coup si la configuration Nest.js était OK, quant au fait de pouvoir exposer le répertoire public. Et enfin, je lui ai dit que je préférais utiliser la fonction native fetch
plutôt que utiliser Axios. Donc voilà, on va essayer de voir un peu comment est-ce que ça se passe et on va commencer à lire un peu les analyses de l'IA par rapport à ça. Donc du coup, elle dit que l'analyse révèle qu'il n'y a pas de configuration trouvée pour exposer les fichiers statiques dans Nest.js. Ok, il est en train d'investiguer, il recherche le projet main.ts, le fichier, pardon. Il est en train de l'ouvrir, il est en train d'ouvrir l'app.module pour vérifier s'il y a quand même une configuration quelque part. Et il n'en trouvera pas parce que, de fait, j'ai fait exprès de ne pas la mettre. Donc là, il est en train de rechercher lui-même le serve static module. Il est en train de rechercher un peu toutes les informations, j'imagine, dont il a besoin. Et j'ai l'impression que là, il est en train de vérifier si j'utilise Fastify ou Express pour gérer le serveur web. Donc il faut savoir que quand l'IA fait ce genre de choses, elle met généralement plusieurs rounds parce qu'il faut qu'elle utilise plusieurs fichiers. Étant donné qu'elle n'a pas forcément la connaissance de ce qu'on est en train de faire, elle va essayer de détecter la bonne configuration, etc. Moi, systématiquement, ce que je vous conseille, et du coup, je peux faire une petite aparté parce que l'IA est en train de bosser pendant que je vous parle. Dès que je dois installer une dépendance, je préfère le faire moi-même. Et j'ai pas envie de laisser l'IA faire toutes ces steps-là que nous, en fait, intuitivement, on sait en tant que développeur, parce que du coup, on est en train d'utiliser notre projet et qu'on connaît notre projet. L'objectif d'utiliser l'IA, c'est de gagner du temps. Lui faites pas faire un truc pour le simple principe de lui laisser faire quelque chose, surtout si elle met 2 minutes à installer une lib. Vous le faites vous-même, ça prend 30 secondes, et ensuite elle passe à la suite. L'IA vient de terminer, je vous propose de regarder un peu le récap de ce qu'elle nous a fait par rapport au plan qu'on a tracé. Donc on lui avait demandé 3 choses qu'elle a commencé à lister ici. La première, je lui ai demandé de m'expliquer, du coup, la petite partie qu'on n'avait pas compris tout à l'heure. Donc cette partie est censée retélécharger, en fait, l'avatar en utilisant le réel utilisateur ID, notamment dans le fichier d'accès, dans le chemin d'accès, parce que du coup, en fait, on l'avait pas, juste avant. Typiquement, j'avoue que c'est pas mal de faire ce genre de choses, mais moi, j'en ai un peu rien à cirer. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, le principe, c'est qu'ici, je vais récupérer un fichier sur cette forme-là, en fait, directement dans le bon dossier. Et lui, ce qu'il me propose de faire, c'est typiquement quelque chose comme ça, avec un UUID, et ben en fait c'est beaucoup plus propre. Et si ça c'est le UUID de l'utilisateur, ben en fait n'importe qui arrive sur la plateforme ne peut pas voir les avatars des autres. C'est un peu je pense l'idée, c'est beaucoup plus sécure, c'est mieux, mais j'avoue que ça rajoute un peu de complexité. Moi je fais une app toute simple, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. L'étape 2, ça va être de vérifier du coup si la configuration de Nest.js est bien faite par rapport du coup à l'utilisation du serve static module. Et enfin, je lui ai dit du coup de remplacer ce qu'elle avait fait par rapport au module Axios et moi d'utiliser Fetch. On va aller faire la review de ce qu'elle a fait. Ici du coup elle m'a proposé le serve static module. On exclut les API, on sert la route ici, et on exclut... Ok, ça me semble pas trop mal. Je pense que j'aurais directement mis la route publique ici, mais c'est pas grave. On va tester de voir comment ça marche. Cette partie-là ici, vraiment, je pense pas que ça soit nécessaire. Je vais simplement récupérer la photo de profil de l'utilisateur, et en plus, on peut voir que globalement, le code est plutôt bien fait. Il y a des lignes de debug un peu à droite à gauche que je pense sont peut-être pas forcément nécessaires, et à la limite, ça devrait se retrouver dans une autre fonction. Notamment une fonction privée parce qu'en fait ma commande là elle commence à être un peu longue à mon goût. Ok, ça marche. Ensuite download utils. Ici qu'est-ce qu'on a? Ça nous crée un nouvel abort controller pour pouvoir gérer le signal fetch. Pourquoi pas? On n'a plus d'erreur du coup parce que ça nous a pas utilisé Axios. Je sais pas si les abort controllers c'est possible de les utiliser directement sur notre côté serveur. Je vais lui laisser le bénéfice du doute. Bon, le test il a pas bougé, le Slugify n'a pas bougé non plus, et le storage utile m'a l'air toujours aussi correct. Bon. À mon avis, c'est pas trop mal. Dernière petite chose du coup que je vais demander avant de tester la feature, c'est d'installer le serve static module de Nest.js, qui pour rappel est ici, et que l'IA n'a pas installé. Donc là pour le coup, c'est vraiment de la démo cette vidéo, en lui donnant un plan beaucoup trop complet. Je savais très bien qu'elle allait se concentrer sur le plan et ne pas sortir de ce plan-là. Et donc du coup, que c'était à moi de faire la phase de réflexion et à l'IA d'exécuter, ce qu'elle a parfaitement fait, donc en fait c'est ok qu'elle n'ait pas installé le bon truc. Par contre là du coup, je lui demande de faire une installation. J'espère qu'elle va le faire le plus vite possible, parce que du coup, j'aurais été beaucoup plus rapide à le faire moi-même, et je vais espérer surtout qu'elle lui fasse de premier coup, parce que pour le coup, c'est pas quelque chose de très difficile à faire. En tout cas, ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle a capté que j'étais dans un monorepo, elle se déplace directement dans le back-end, elle n'utilise PNPM et pas NPM, en ajoutant du coup Nest.js Serve Static. Pour le coup, c'est vraiment nickel. Je pense que on a une feature qui nous a été générée relativement facilement, relativement simplement. Si j'avais un peu plus spécifié au départ mon projet, à mon avis, j'aurais pu avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fichiers. Plutôt propre, du coup, à review de mon côté. Ok, donc là, a priori, elle a installé toutes les bonnes choses, elle est en train de faire une dernière vérification, et à mon avis, on va pouvoir tester la feature. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon compte utilisateur, de manière très simple, comme ça va juste me permettre d'en recréer un nouveau. En attendant, je vois que tout a bien été fait dans le meilleur des mondes. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de fichiers, que je vais les ajouter du coup au version control. Donc avant du coup de tester ça, je demande simplement à l'IA de faire une grosse review de la feature, de vérifier que tout est bien correct par rapport du coup au fetch de l'avatar, ce qu'on voulait faire. Et je lui ai dit, en fait, j'ai supprimé du coup la partie
de mise à jour sur l'avatar ID, parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Donc je vais la laisser taffer, je la laisse réfléchir, c'est aussi ça la force de l'IA, c'est que pendant ce temps-là, je vais pouvoir aller tester ma feature et commencer à faire mes bails de mon côté. Ok, donc ici, ça me propose de me connecter avec le journal. J'imagine que si je clique là-dessus, je vais pouvoir avoir l'ensemble des informations directement dans mon dossier public, en tout cas je l'espère, parce que cette feature, c'est du live. Bien évidemment, sur le côté, j'ai un curseur qui tourne, et dans ce curseur, on a tous les logs de l'application, et je vous propose de tester ça. Ok, onboarding, phase de création classique. Normalement, là, je vais récupérer le projet, je crée les différents labels sur Google. C'est un chouille long parce que je suis en partage de connexion. Ok, il est complètement aux fraises sur le refresh de connexion, ça a mis un petit moment. En revanche, je pense que du coup, ça a marché sur le dashboard. Et mince, on voit pas l'avatar ici qui a été généré. On va pouvoir aller débugger ça vite fait pour voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre avatar. Alors que du coup, il est bien. Il est bien, mais il n'est pas préfixé par le dossier public, ce qui est bizarre. Et ça ne m'aide pas forcément non plus de l'avoir comme ça. Ok, on va pouvoir aller dans WebStorm. Alors déjà, il nous a créé un fichier temporaire. Ça, c'est plutôt cool. Ce fichier temporaire-là, j'imagine qu'il est dans public. Et peut-être que la partie que j'ai supprimée juste avant permettait de corriger ce problème-là. On va voir un peu comment ça se passe. Donc là, pour le coup, c'est moi qui ai fait une connerie, j'ai été m'excuser auprès de l'IA et je lui ai dit, bah désolé, sur le système de fichiers temporaires du coup que j'ai supprimé tout à l'heure, c'était ma faute. Fais en sorte que du coup, l'image validée soit nickel. Ok, donc l'IA est en train de réparer mes bêtises, le code a été mis à jour pour gérer l'ID temporaire de l'avatar. Désormais, on utilise simplement l'avatar ID à la création du compte. Ok, je vais aller voir du coup le code qui a été généré pour m'assurer que je refasse pas 2 fois la même erreur. Ok, pour le coup, l'IA veut pas me faire ça en une fois, du coup elle a rollback sur la version d'avant. Je vais lui laisser encore une fois le bénéfice du doute. J'aurais pas dû supprimer tout à l'heure, j'avais dit que je supprimerais pas et je l'ai fait. Donc ce que je vous propose de faire, ça va être de resupprimer le compte utilisateur une nouvelle fois et de me reconnecter. Ok, bon là je peux lancer du coup la gestion des informations. Ça va mettre une plombe à communiquer du coup avec Google. Et pendant ce temps-là, oh, nouvel avatar de créer. Boum, l'avatar se crée, paf paf. Ok, bienvenue sur le journal. On tente? Je pense que dans tous les cas, il n'y aura pas le bon public. Ok, ça c'est fait. Tac tac. Ici, qu'est-ce que ça nous a généré comme répertoire? Ici, je pense qu'il faut rajouter le public directement sur le front. Et j'ai toujours pas d'accès au bon fichier. En tout cas, ce qu'on voit dans les logs, c'est que du coup, il y a un node found directement sur l'ensemble de ces informations-là. Et que on est censé pouvoir récupérer les bonnes informations. Comme on le ferait dans le curseur, je vais tout simplement prendre le code d'erreur, je vais l'envoyer dans Juni et on va voir un peu ce qu'elle nous renvoie en termes de challenge. Ok, my bad. En essayant de débugger, je me suis rendu compte d'un truc à la noix, c'est que les fichiers sont stockés sur le serveur. Ils sont pas stockés sur le client. Et moi, du coup, dans mon ancienne configuration, je devrais stocker l'ensemble du pass et pas simplement l'URL relative. Voilà, j'ai simplement zappé ce truc-là. Mon URL fonctionne bien, elle est bien envoyée. Et si on check notre Prisma Studio ici, on peut voir que du coup, mon avatar est bien récupéré avec la séquence super moche de Google. Je pense que du coup, là, il y aura un petit refactoring à faire pour avoir un truc qui est un peu plus intelligible. Mais grosso modo, on a notre feature. Voilà. En vrai, par rapport à tout ce que j'ai demandé à JetBrains Juni, et elle est encore en train de bosser, par rapport du coup à la mauvaise configuration que je lui ai envoyée, ça marche vraiment bien. Ça nous a quand même généré pas mal de petits fichiers. Tous ceux qui sont cochés là, du coup, c'est nickel. Je vais rajouter les fichiers dans le Gitignore. Mon prompt était vraiment pas terrible. J'ai pu générer 8 fichiers relativement simplement. J'aurais pu faire encore mieux. Je suis vraiment étonné. Je m'attendais vraiment à ce que Juni, en fait, elle soit moins bonne que ça. Là, pour le coup, c'est vraiment top. Donc voilà, pour la petite feature qu'on a faite ensemble en quelques secondes. Vraiment très sympa. Si je devais récapituler, du coup, en termes d'avantages, qu'est-ce qu'on a? On a une intégration native directement dans JetBrains. Donc ça, c'est cool. À mon avis, vous allez pouvoir l'utiliser conjointement avec JetBrains et Assistant, ce qui est cool aussi. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative à GitHub Copilot qui fait pas trop d'efforts pour s'intégrer proprement sur les versions d'IDE. En termes d'inconvénients, les features, elles sont hyper longues à venir. Pour l'instant, c'est les agents qui dominent le truc, mais ils ont mis 9 mois à sortir la fonctionnalité. Le jour où il y a un truc énorme qui sort, pareil, sur Cursor, combien de temps est-ce qu'ils vont mettre à l'implémenter? Globalement, il n'y a pas beaucoup de personnalisation. En fait, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez rien configurer, alors que du coup, sur Cursor, vous avez des règles, vous avez quand même un peu plus de trucs pour vraiment guider l'agent. Et en termes d'inconvénients, le prix est inconnu. C'est-à-dire que vous ne savez pas si ça va vous recoûter 10 balles par mois ou si ça va être intégré directement dans l'offre AI de JetBrains. Du coup, chose promise, chose due, je vais aller laisser une review directement de Juni sur leur store. On est ici en mode review. Les derniers reviews sont quand même pas trop mal. Le plugin est noté à 4,3 sur 5 sur 15 000 avis presque. Très honnêtement, c'est une très bonne note.
Donc ce que je vous propose de faire, ça va être de noter du coup l'intégration. Pour le coup, l'intégration avec l'IDE, elle est plutôt bonne, donc ça on est cool. En termes de performance, on est plutôt bon en fait, je vois pas grand chose à dire. Je suis juste un peu chiant ici sur la partie création de la commande, où du coup le code qui a été généré, je l'ai pas trouvé incroyable. Il est bien, mais on aurait pu faire mieux. En termes de features, à mon avis, c'est là que ça pêche. L'interface est très correcte, et la qualité de la documentation, je l'ai pas du tout vue, donc je me permettrai pas de juger. Globalement, pour moi, c'est du 5 étoiles. Par rapport à AI Assistant que nous avait montré JetBrains, j'étais persuadé que Juni allait pas être terrible. Et au final, on est quand même sur une intégration qui est très propre, on a pu faire une feature relativement simplement. Et très honnêtement, ce vote, c'est aussi un vote d'encouragement parce que l'IA, c'est franchement quelque chose de super compliqué et ça permettrait peut-être même aux utilisateurs qui sont sur PHP Storm, IntelliJ, etc. de pas switcher vers une version VS Codebase comme Cursor parce que finalement, l'outil est quand même assez bien.